Janvier 2008. Le Boeing 777 est la référence en matière d'aviation commerciale. En plus de 10 ans, il a effectué 2 millions de vols sans enregistrer d'accident majeur. Mais à moins de 300 mètres au-dessus de l'aéroport londonien d'Heathrow, tout cela va changer. Je n'ai aucune puissance sur les moteurs. Comment ça? J'ai rien. C'était impossible. Si je ne faisais rien, tout le monde allait mourir. Mayday! Mayday! Speedbird! Speedbird! Et quelle que soit la cause de l'accident, elle semble introuvable sur les lieux du drame. Les enquêteurs avaient les pilotes, les passagers, l'avion. Ils avaient tout, sauf la cause de l'accident. Elle avait disparu comme par magie. Mayday! Mayday! Le vol British Airways 38, qui dure 10h30 et relie Pékin à Londres, est un trajet que le commandant de bord Peter Burkill a fait à maintes reprises. J'assurais souvent ce vol. C'était un de mes préférés parce qu'il se faisait en journée et qu'on pouvait admirer le panorama tout le long du trajet. Lui et son copilote John Coward comptent plusieurs milliers d'heures de vol sur Boeing 777. Il est agréable à piloter. Il réagit très bien. Il a un équipement moderne, des calculateurs de vol faciles à utiliser et un long rayon d'action. Mais il fait aussi bien du court courrier que du long courrier. Pour ces pilotes, comme pour bien d'autres, une journée de travail consiste à rester assis de longues heures pendant que les calculateurs sont aux commandes. Propulsé par 2 réacteurs Rolls-Royce, le 777 est un des avions les plus sûrs. Nicholas Harris rentre d'un voyage d'affaires en Chine. On allait arriver en avance à Heathrow et j'avais hâte de revoir ma famille. Le vol BA38 est en effet à destination d'Heathrow, un des aéroports internationaux les plus fréquentés au monde. Niché dans l'angle sud-ouest de la capitale britannique, il est bordé par l'autoroute A30 et les habitants du quartier voisin de Hounslow sont habitués au bruit des avions qui atterrissent et décollent. Les maisons serrées les unes contre les autres sont bien visibles depuis le poste de pilotage du vol BA38. Le pilote automatique est aux commandes au moment où l'avion s'aligne sur la piste 27 gauche. En approchant du sol, le 777 est secoué par des vents violents. Il y a des turbulences. C'est le premier incident d'un voyage sans histoire. Ce n'est pas moi qui fais ça, c'est l'automanette. On essuyait des rafales de vent de 20 à 30 nœuds. On savait que l'automanette pourrait faire face et qu'elle allait beaucoup gigoter. Si on laissait le pilote automatique branché jusqu'à ce que le vent tombe. D'accord. En cas de turbulence, le pilote automatique corrige plus rapidement que l'homme pour maintenir les ailes à plat. À 1200 pieds, 365 mètres d'altitude, environ 2 minutes avant l'atterrissage, John Coward prend les commandes. Tu as les commandes? C'est ce qui était prévu. J'ai les commandes. J'avais quelques secondes avant d'être autorisé à atterrir et j'en ai profité pour ranger mes cartes. Speedbird 38, autorisé à atterrir 27 gauche. Autorisé à atterrir 27 gauche, Speedbird 38. J'ai vérifié que notre poste de stationnement était disponible. 500 pieds. 500 pieds. Stabilisé? Si on veut. Il y a un problème. Je n'ai aucune puissance sur les moteurs.
J'ai rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Les paramètres moteurs n'avaient aucun sens, parce qu'on demandait la puissance maximale, mais les réacteurs ne fournissaient rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? La situation est inquiétante. On dirait une double panne moteur. Aucun des réacteurs ne fournissant de puissance, l'avion n'atteindra pas l'aéroport. Il risque de s'écraser sur Londres d'ici quelques secondes avec ses 152 passagers. C'était impossible. C'est un des avions les plus modernes. En cabine, rien n'indique qu'il y a un problème. Pendant l'approche, tout le monde était détendu et avait hâte d'atterrir. Vitesse basse. Vitesse basse. Vitesse basse. Pour moi, tout le périmètre venait de se transformer en zone d'impact. Un pâté de maisons dans la région de Hatton Cross, une station-service. Je savais que si on tombait dessus, les pertes seraient de 100%. Et là, j'ai senti le poids de mes 4 gallons sur mes épaules. C'était moi le commandant. Et si je ne faisais rien, tout le monde allait mourir. À une altitude aussi basse, Peter Burkill n'a en effet guère de solution. Il pourrait piloter lui-même, mais il pense que ça n'est pas la bonne option. Ma première décision a été de ne pas prendre les commandes. J'ai regardé John. Il faisait du bon boulot en tant que pilote. Il faisait ce que j'attendais de lui. Même si l'avion arrive à dépasser Hounslow, il risque de s'écraser sur l'autoroute ou sur les antennes ILS qui bordent l'aéroport. J'ai pensé à rentrer les trains d'atterrissage, parce que ce sont eux qui créent le plus de traînées sur un avion de ligne. Sauf que, comme on allait s'écraser, il fallait qu'ils absorbent l'essentiel de l'impact. Donc je les ai laissés sortir. Le crash étant imminent, il n'y a plus qu'une solution, mais elle est terriblement risquée. J'avais environ 15 secondes pour prendre une décision vitale. Il fallait dépasser les bâtiments. Pour moi, c'était évident qu'il fallait rentrer les volets. Rentrer les volets réduira la traînée, mais aussi la portance. L'avion ira donc plus loin, mais descendra plus rapidement. Que faut-il privilégier? Je voulais en parler avec l'équipage, mais tout s'est passé en quelques instants. J'ai laissé la main sur la commande des volets pendant une fraction de seconde. Il espère éviter ainsi une catastrophe. L'effet a été immédiat. Ensuite, il fait l'annonce que tout pilote redoute. Mayday! Mayday! Speedbird! Speedbird! Ça a cogné très dur. Il y a eu plusieurs impacts. Du bruit. Que bon sang! L'atterrissage a été brutal. Un grand boom. Du bruit, des trucs qui tombent du plafond. Je suis devenu un passager comme un autre, parce que l'avion était impossible à contrôler. On a dérapé, et je me demandais ce qu'on allait percuter. J'ai pensé à ma femme et à mes enfants, et je leur ai dit adieu. Tout s'est éteint. J'ai entendu la carcasse cassée. Et on s'est arrêté. À ce moment-là, j'ai été surpris d'être encore de ce monde. J'ai regardé dans le poste de pilotage et j'ai été encore plus surpris de constater qu'on était indemnes tous les trois. Restez tous assis et attachés! Et je suis redevenu le commandant. L'équipage coupe le carburant Interrupteur APU. et les systèmes hydrauliques et électriques. Interrupteur coupé. Checklist terminée. Ensuite, je devais m'occuper des survivants.
J'estimais que 20% des passagers étaient morts, parce que je croyais que l'avion s'était disloqué. C'est une urgence! Évacuez! Évacuez! L'hôtesse de l'air a tout pris en main. Elle a ouvert la porte, j'ai senti le carburant. Dépêchons. Et j'ai compris qu'il fallait sortir. Les passagers ont survécu au crash, mais ils risquent maintenant de périr dans les flammes si un incendie se déclare. Sautez! Sautez! J'ai laissé mes bagages et j'ai pris le toboggan. Sautez! Sortons de là. Je suis passé dans la cuisine pour vérifier le couloir de droite et j'ai été surpris de ne voir personne. Contrairement à ce que craignait Peter Burkill, il n'y a aucun mort. De l'extérieur, dans la froidure de janvier, l'ampleur du désastre saute aux yeux. Le train droit avait été arraché par l'impact. Les réacteurs aussi. Ils étaient en miettes et à moitié enterrés. Les capots moteurs avaient été arrachés. Ça n'était plus un avion. J'ai compris que c'était un accident majeur en voyant les dégâts sur les trains d'atterrissage et les ailes. Le 777 a évité de peu la 30 et les antennes du bout de la piste. Tout aurait pu être détruit. Si l'impact avait eu lieu sur autre chose que de la boue et de l'herbe, il y aurait eu toutes les chances qu'un incendie se déclare. Vu l'ampleur des dégâts, il est incroyable qu'il n'y ait que quelques blessés. J'ai eu de la chance de rester en vie. C'était une impression surréaliste. De Chine, le Premier ministre Gordon Brown félicite l'équipage. Il convient de saluer le calme et le professionnalisme du personnel de British Airways et le commandant Peter Burkill pour avoir réussi à atterrir en protégeant des vies humaines. Les enquêteurs ont des soupçons quant à la défaillance des moteurs, et il ne manque pas d'indices. Pourtant, un élément clé a d'ores et déjà disparu. Le plan d'urgence d'Heathrow a été déclenché. L'accident du vol BA38 fait la une. Il faut dire que c'est le plus grave à Heathrow depuis 30 ans. L'aéroport d'Heathrow est très actif. C'est le principal du Royaume-Uni. Et tout ce qui s'y passe sort tout de suite dans la presse. Qui plus est, le 777 est un des appareils les plus modernes et les plus fiables du monde. Autant dire que cet accident a de quoi inquiéter. Le 777 est aussi sûr qu'un avion peut l'être. Et il avait un bilan de sécurité exceptionnel. Que diable s'était-il passé? Aucune compagnie n'a envie de se demander si ça peut arriver au reste de sa flotte. Ingénieur en chef à l'AIB, l'équivalent britannique du bureau d'enquête et d'analyse, Philip Slight intervient avec son équipe. Quand on arrive sur les lieux d'un tel accident, on se demande par où commencer. L'avion s'était posé à 300 mètres de la piste. Les trains d'atterrissage avaient perforé les ailes et le train avant avait cédé. Quelques heures après l'accident, quand les enquêteurs interrogent l'équipage, le commandant Burkill fait de son mieux pour les renseigner. Je voulais en parler, parce que je savais que l'équipage n'y était pour rien. On n'y est pour rien. On n'a rien fait de travers. Les moteurs ne donnaient plus de puissance. On dirait une double panne moteur. On a essayé de mettre les gaz manuellement, mais il n'y avait rien. Il explique que quelque chose a provoqué une baisse de puissance des deux moteurs Rolls-Royce au même moment, privant l'avion de pousser. Quand on entend parler d'une double panne moteur, on cherche une cause récurrente. Pourquoi deux moteurs s'arrêtent-ils au même moment? Et tout de suite, on pense à une panne sèche. C'est un événement rare, mais qui s'est déjà produit. En 1983, un Boeing 767 était tombé à court de carburant au-dessus du Canada. En raison d'une erreur de conversion entre les systèmes métriques et anglo-saxons, l'équipage avait en fait nettement moins de kérosène qu'il ne le pensait. À 26 000 pieds, près de 8 000 mètres, les deux moteurs s'étaient arrêtés.
mais le commandant avait réussi à faire planer l'avion jusqu'à une base aérienne désaffectée. Mais dans le cas du vol BA-38, cette théorie paraît peu probable. Le kérosène type Jet A1 a une odeur particulière, et quiconque a travaillé dans le milieu la reconnaîtra du premier coup. Quand on est arrivé sur les lieux, beaucoup de carburant fuyait de diverses fissures, jusque sur le dessous des moteurs. Les jauges confirment que 2 réservoirs contenaient encore du carburant. Donc il en restait bien assez pour terminer le vol. Plusieurs autres hypothèses peuvent expliquer la perte de puissance et il faut toutes les étudier. Les enquêteurs sont convaincus de pouvoir élucider le mystère, puisqu'ils ont sous la main tous les indices possibles et imaginables. Ils peuvent interroger les pilotes, l'équipage, et même faire parler tout l'avion. On a eu beaucoup de chance d'avoir une telle quantité de données. Comme l'avion était intact, on a examiné beaucoup de calculateurs et récupéré un maximum de paramètres dans les enregistreurs. En plus, on avait des éléments extérieurs, comme les données radar et les transmissions radio. Mark Ford récupère l'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique qui devrait fournir des indices importants. Il dispose aussi du QAR, l'enregistreur de maintenance. Les boîtes noires se trouvent à l'arrière de l'avion, tandis que cet enregistreur est placé à l'avant et sert principalement à l'analyse des vols. Cet appareil a beaucoup d'avantages. Il a une grande capacité de stockage. Il n'enregistre pas les mêmes données que l'enregistreur de paramètres et parfois on peut récupérer ce que contient un QAR en quelques minutes. Vitesse, altitude, réglage, environnement acoustique. Les 3 enregistreurs ont sauvegardé 1400 types de données qui devraient permettre aux enquêteurs d'élucider l'énigme. Et en étudiant le QAR, ils font une découverte qui fait froid dans le dos. Les données du QAR s'arrêtaient environ 45 secondes avant l'accident. Au départ, on a pensé à un problème électrique qui aurait touché non seulement cet enregistreur, mais aussi les moteurs. Le 777 compte parmi les avions les plus informatisés. Les pilotes ne le contrôlent pas directement. Leurs injonctions sont adressées à un calculateur qui les transmet au réacteur, au volet et aux autres éléments. Je n'ai aucune puissance sur les moteurs. Une défaillance massive du système informatique pourrait expliquer l'arrêt des moteurs. Les calculateurs qui les géraient ont peut-être bogué. C'est à Farnborough, au siège de l'AIB, que l'enregistreur de paramètres a été expédié pour analyse. Un problème électrique y aura forcément été consigné, mais l'exploitation des données va prendre du temps. Et du temps, les enquêteurs n'en ont pas. Des centaines de 777 se posant chaque jour, il faut éviter que le drame du vol 38 ne se reproduise. Les spécialistes s'intéressent au carburant récupéré sur l'épave. En effet, du kérosène de mauvaise qualité a pu priver l'avion de puissance au moment où il en avait le plus besoin. Le carburant peut être contaminé de plusieurs façons, soit par des impuretés, soit par des micro-organismes qui se concentrent au niveau des filtres et qui réduisent le débit. On a fait des prélèvements dans divers endroits du circuit de carburant. Pas uniquement dans le réservoir, mais aussi dans le circuit d'alimentation et dans d'autres emplacements. Grâce à la traçabilité et à la documentation, on est remonté jusqu'à du kérosène type Jet A1, en provenance de Corée du Sud, livré par Pétrolier en Chine et acheminé par oléoduc jusqu'à l'aéroport de Pékin. On l'a comparé avec plus de 1200 autres lots au Royaume-Uni et il était de très bonne qualité. Ensuite, les enquêteurs envisagent la possibilité d'une obstruction des réservoirs. Là, ils découvrent des indices bizarres, des morceaux de sparadrap et quelque chose d'autre.
Dans les réservoirs, on a trouvé des petits objets, dont un grattoir rouge. Ils sont certainement là depuis la fabrication de l'avion qui remonte à 2001. Quoique incongru, ils semblent malgré tout n'avoir joué aucun rôle dans l'accident. Évidemment, mieux vaut ne rien trouver dans un réservoir. Et on a essayé de savoir si ces objets avaient gêné l'alimentation des moteurs. Mais ils étaient si petits qu'ils n'avaient rien pu boucher. Les enquêteurs font alors une découverte curieuse. Moins de 3 ans avant l'accident d'Heathrow, un autre Boeing 777 avait connu un sérieux problème en plein vol. Après avoir décollé de Perth, en Australie, un avion de ligne Malais qui montait vers 38 000 pieds, soit 11 580 mètres, avait vu son pilote automatique subitement relever le nez de l'avion et entamer une montée rapide. Le drame avait été évité quand le pilote avait pris les commandes en manuel. L'équipage était rentré sain et sauf, et on avait conclu un problème de calculateur. L'aviation civile britannique soupçonne alors le cerveau électronique d'un des avions les plus fiables au monde d'être défectueux. L'incident de l'avion de Malaysia Airlines était vraiment troublant. Donc les enquêteurs se sont procuré le dossier le concernant et ils l'ont épluché pour trouver des indices. Le système de contrôle électronique provoquait-il une baisse de puissance? S'il s'avère que les calculateurs du vol BA38 étaient défectueux, tous les 777 risquent d'avoir un accident, ce qui ne manque pas d'inquiéter le secteur du transport aérien. Quand l'analyse de l'enregistreur de paramètres a lieu à Farnborough, les enquêteurs découvrent que l'accident aurait pu être bien pire. Les pilotes étaient coincés. On dirait une double panne moteur. Il s'était écoulé seulement 30 secondes entre le moment où ils ont compris le problème Vitesse basse. et l'accident qui était inévitable. Après l'arrêt des réacteurs, l'avion s'est mis à chuter à plus de 550 mètres minute. Une descente très rapide. Mais le manque de puissance n'a pas été le seul élément à jouer contre l'équipage. Sortir les volets lors de la descente permet de mieux contrôler l'avion à basse vitesse en augmentant la portance. Mais cela crée de la traînée. Donc, il faut plus de puissance pour faire voler un avion avec une surface à l'air plus importante. Vitesse basse. Il fallait rentrer les volets. Il fallait les passer à 25 pour réduire la traînée. C'était ce que je devais faire. Ici, il s'est donné quelques mètres. Si les volets étaient restés à 30, l'avion aurait percuté le sol juste avant les antennes ILS. Et si l'avion les avait percutés, il aurait davantage souffert de l'impact, et les pertes humaines auraient certainement été beaucoup plus lourdes. Les membres d'équipage sont traités en héros. Voler est un travail d'équipe et on avait une équipe formidable. Il ne fait aucun doute que sans les initiatives de l'équipage, l'atterrissage aurait viré à la catastrophe. Un examen des données de l'enregistreur de paramètres est réalisé. Jusqu'au moment de l'impact. Il n'apporte aucune réponse. Les analyses de l'enregistreur de paramètres n'ont fait apparaître aucun défaut dans le système électrique susceptible d'avoir conduit à l'arrêt des 2 réacteurs. Et si le QAR n'a rien enregistré au cours des 45 dernières secondes, ce n'est pas à cause d'un problème électrique, contrairement à ce qui avait été envisagé au départ. Les 45 secondes de retard du QAR tiennent au fait que cet appareil n'enregistre pas en temps réel. Il stocke les données dans une mémoire tampon et il les enregistre 45 secondes après. Toutes les informations des différents enregistreurs ayant été récupérées, les enquêteurs connaissent précisément l'enchaînement des événements. L'avion était sur la bonne trajectoire lors de son approche quand les choses ont mal tourné. À 720 pieds, le moteur droit s'est arrêté, suivi du gauche 7 secondes plus tard. L'automanette a demandé plus de poussée.
C'est l'automanette. Pas de réaction. Je n'ai aucune puissance sur les moteurs. Les problèmes informatiques et électriques ayant été rayés de la liste des hypothèses, les enregistreurs orientent les enquêteurs vers un autre suspect. Les paramètres les plus importants du QAR étaient les débitmètres de carburant, qui indiquaient que les deux vannes s'étaient ouvertes totalement. Les calculateurs de vol réclamaient autant de carburant que possible, et les vannes étaient ouvertes au maximum. Mais trop peu de kérosène parvenait au réacteur. Un avion avec suffisamment de carburant et des calculateurs en état de marche s'est écrasé, et les enquêteurs ne comprennent pas pourquoi. Ils s'intéressent alors aux conditions météorologiques. Il y avait une masse d'air très froid au-dessus de la Sibérie. On le savait, mais le vol devait être tranquille et rapide. La route de l'avion l'emmène au-dessus de la Russie, où la température extérieure chute à moins 74 degrés, ce qui peut s'avérer dangereux si on n'y prend pas garde. Dans une masse d'air froid, il faut surveiller la température du kérosène. Quand le carburant commence à geler, il se gélifie. Plus il fait froid, plus ce phénomène s'accentue, et plus il gêne l'écoulement du liquide. Il y a un indicateur de température de carburant qui fonctionne en permanence. Et je le consulte à chaque fois que je vérifie le kérosène, c'est-à-dire au moins une fois par heure. En gros, il ne faut pas que la température descende en dessous de moins 34 degrés. Bien que basse, la température n'est jamais tombée au-dessous de la zone dangereuse, synonyme de gélification. Et elle est nettement remontée à l'approche de Londres. En passant les 20 000 pieds, j'ai vu moins 20 degrés. Donc le carburant s'était déjà réchauffé. Pour les enquêteurs, la liste des suspects se réduit désormais comme peau de chagrin. Les médias et les spécialistes de l'aviation s'attendaient à ce qu'on donne une réponse en quelques jours. Il n'y a eu aucun commentaire aujourd'hui au sujet de l'enquête. Mais il est vite devenu évident que ça ne serait pas le cas. Les enquêteurs avaient les pilotes, les passagers, l'avion. Ils avaient tout, sauf la cause de l'accident. Elle avait disparu comme par magie. Malgré la masse de données et d'indices, les enquêteurs sont toujours incapables de dire pourquoi le 777 de la British Airways s'est écrasé à Heathrow. Ils envisagent à nouveau une défaillance de l'alimentation en carburant. Pour prouver qu'ils sont dans le vrai, ils doivent déceler tout ce qui est sorti de l'ordinaire lors du vol du 17 janvier 2008. C'était un vol en journée, au départ de Pékin, à destination d'Heathrow, et on voulait savoir en quoi il se démarquait. Pourquoi lui? Face à un incident complètement déroutant comme celui du 777 d'Heathrow, il faut étudier toutes les données disponibles. Mettez ça là-bas pour le moment. On a contacté beaucoup d'exploitants pour obtenir des paramètres concernant des vols antérieurs, afin de faire des comparaisons. Des compagnies aériennes du monde entier répondent à l'appel. On devait avoir 144 000 vols au total. Des mois de travail seront nécessaires pour voir clair dans une telle quantité de données. Pour étudier le circuit d'alimentation en carburant de l'avion accidenté, des tronçons entiers de tuyauterie sont installés dans un hangar de l'AAIB et rassemblés. Ça nous a permis de l'observer, de nous interroger et de réfléchir à la cause du problème. Brian McDermid et son équipe envisagent toutes les possibilités, de l'erreur de conception à une défaillance propre à cet avion. Mais ils font chou blanc. Malgré une inspection et des essais exhaustifs et très approfondis, on n'a décelé aucun problème. Les enquêteurs sont alors dans l'impasse. On a repris tous nos travaux en se demandant si on avait oublié quelque chose. Mais à chaque fois, la conclusion était non.
Les calculateurs fonctionnaient correctement. Il y avait assez de kérosène. Du kérosène de bonne qualité. Pourtant, au moment crucial, les réacteurs ont manqué de carburant. Les enquêteurs de l'AIB sont à court de suspects. Il n'y avait pas d'explication claire. Rien de ce qui s'était passé à bord d'un avion, a fortiori d'un 777, ne permettait d'expliquer cet accident. Les enquêteurs oublient alors les indices à leur disposition pour s'intéresser à ceux qu'ils n'ont pas. Philippe a sorti une citation de Sherlock Holmes. Tout ce qui reste, bien qu'improbable, est la vérité. C'est forcément ça. Dans cette affaire, on revenait sans cesse à ce qui avait pu être là, mais qui avait disparu. La glace. Les soupçons se sont de plus en plus portés sur la glace. Mais le défi est presque impossible à relever. Comment prouver que de la glace a provoqué un incident alors qu'elle a fondu avant l'arrivée des enquêteurs? Trois mois après l'accident, Brian McDermid s'envole pour Seattle pour travailler avec des ingénieurs du constructeur du 777. Si c'est bien de la glace qui a provoqué le drame, il faut prouver comment et pourquoi. On a emmené le circuit d'alimentation en carburant du côté droit de l'avion et on l'a installé sur le banc d'essai de Boeing. La formation de glace dans les circuits de carburant est un problème pour tous les aéronefs. Mais il y a plusieurs dizaines d'années, des ingénieurs ont mis au point un moyen ingénieux pour en débarrasser les avions de ligne. Le cœur du système, c'est l'échangeur de chaleur carburant-huile. Le carburant froid circule dans des tuyaux de petit diamètre baignés par l'huile chaude qui lubrifie les moteurs. Le réchauffeur de carburant chauffe le kérosène pour empêcher le givrage du régulateur, une pièce assez fragile. L'échangeur de chaleur est donc conçu pour éviter le problème qui aurait été fatal au vol BA-38. Mais il peut aussi se transformer en goulet d'étranglement. Pendant les essais, on a essayé de déterminer où une obstruction susceptible de limiter la circulation de carburant à 2,7 tonnes à l'heure pouvait apparaître. Et le seul endroit possible, c'était au niveau de l'échangeur de chaleur carburant-huile. Les enquêteurs doivent alors prouver trois choses. Premièrement, qu'une quantité substantielle de glace peut s'accumuler dans les conduites. Deuxièmement, qu'elle peut subitement se détacher. Et troisièmement, qu'elle peut boucher un appareil pourtant conçu expressément pour la faire fondre. On a employé des méthodes différentes, utilisant de la neige carbonique, du carburant froid et de l'air chaud pour reproduire les conditions rencontrées par l'installation de l'avion pendant le vol. Après chaque essai de refroidissement du carburant, les enquêteurs cherchent des traces de glace. Mais il ne s'en forme que très peu, trop peu pour obstruer le circuit d'alimentation. Quand le carburant était à moins 30 degrés, très peu de glace se collait à l'intérieur des tuyaux. La température n'étant pas tombée beaucoup plus bas lors du vol, comment la glace s'est-elle formée? On n'avait toujours pas découvert la provenance de la glace. D'ailleurs, est-ce que c'était de la glace ou quelque chose qui nous avait échappé? Étonnamment, c'est quand la température est moins basse que tout change. S'il y a de l'eau dans le carburant, elle gèle. Quand la température avoisine moins 20 degrés, les cristaux de glace commencent à s'agglomérer et à se coller sur la paroi intérieure des conduites. Au-delà de moins 20 degrés, les cristaux présents dans le carburant sont trop froids pour se fixer contre les tuyaux. Mais dans la fourchette collante, entre moins 20 et moins 8 degrés, la glace devient fondante et adhésive. Quand on a prouvé que la glace se formait et s'accumulait sur les parois des conduites, ça a fait sensation. On se demandait comment c'était possible. On avance enfin. Ensuite, il fallait savoir comment cette glace se détachait.
Les enquêteurs pensent tenir enfin la réponse. Mais ils sont encore incapables de prouver qu'une petite quantité de glace peut faire tomber un avion de 146 millions d'euros. Ils continuent d'éplucher des milliers de vols similaires pour déceler ce qui fait la particularité du BA-38. Mais au bout de 7 mois, ils sont toujours tenus en échec. Sur 35 000 vols d'avions à moteur Rolls-Royce, moins de 1% présentaient les caractéristiques de l'accident. Puis, le 26 novembre 2008, plus de 10 mois après l'accident d'Heathrow, le besoin de trouver une réponse se fait encore plus impérieux lorsque le coupable insaisissable frappe à nouveau. Un autre 777 s'est retrouvé en difficulté à 39 000 pieds au-dessus des États-Unis lorsqu'un de ses moteurs a cessé de fonctionner. Heureusement, dans ce cas-là, le moteur a redémarré et l'avion s'est posé sans problème à Atlanta. Même si tout s'est bien terminé, cet incident renforce les inquiétudes au sujet d'un défaut dangereux qui toucherait tous les 777 dans le monde. Et il attire l'attention des Britanniques. Ce vol Delta Airlines depuis Shanghai a été étudié avec le plus grand intérêt. Il s'agissait de moteurs Rolls-Royce d'un modèle identique. Et les enquêteurs ont aussitôt cherché des indices du même problème. Ils constatent effectivement des similitudes importantes entre les deux incidents. L'avion de Delta Airlines avait fait un vol long courrier de Shanghai en Chine à Atlanta. La température du carburant s'était trouvée dans la fourchette collante qu'on avait définie pendant nos recherches. Et la réaction des moteurs avait été très semblable à celle des réacteurs du 777 d'Heathrow. Les analyses du vol Delta ne révèlent aucun problème électronique, mécanique ou d'alimentation en carburant, ce qui laisse entendre que le coupable était bien la glace. Quand on a entendu parler de ce vol, on était sûr d'être sur la bonne piste. Brian McDermid et les ingénieurs de Boeing continuent leurs essais. L'accident remonte à 1 an et le mystère reste entier. Après des centaines de simulations qui ont coûté des millions d'euros, il est toujours impossible de provoquer avec la glace une obstruction de l'échangeur de chaleur semblable à celle qui aurait provoqué l'accident d'Heathrow. On ne savait toujours pas ce qui avait provoqué cet accident. Et au bout d'un moment, il y a eu un peu d'agitation dans les médias et le grand public. Ils ont commencé à se demander pourquoi on n'avait toujours pas trouvé la réponse. La pression du secteur du transport aérien se fait elle aussi plus forte. Les enquêteurs doivent trouver ce qui distingue le vol BA-38 des milliers d'autres qui ont évolué dans des conditions comparables. En conséquence, ils reconstituent toutes les étapes du voyage. Au départ de Pékin, ils commencent par une montée progressive, suivie d'un vol de croisière en palier et d'une descente progressive. La température du carburant chute et remonte en conséquence, provoquant une accumulation de glace. Cela ne présente aucun danger, sauf quand elle se détache. En étudiant le débit de carburant, les enquêteurs constatent qu'il est resté régulier pendant l'essentiel du vol. Le pilote automatique a maintenu une vitesse constante et une puissance faible pendant des heures et n'a demandé une augmentation violente de poussée qu'à l'arrivée près de la piste. L'approche a été très agitée. Les moteurs ont délivré des poussées différentes. Ce n'est pas moi qui fais ça, c'est l'automanette. Il y a eu 4 changements de débit et l'un d'eux a réclamé beaucoup de carburant, entre 5,5 tonnes et 5,9 tonnes à l'heure. Un nouvel examen du vol Delta Airlines révèle que ces moteurs ont stoppé dans les mêmes conditions. Une brusque demande de puissance après une longue période de vitesse régulière. Les enquêteurs décident donc de simuler ces conditions. En reproduisant les derniers instants avant l'atterrissage, le seul moment où l'équipage a demandé une augmentation subite de la puissance, ils espèrent trouver enfin la réponse.
Ce problème est très difficile à reproduire. Et ça n'est qu'au cours d'un des derniers essais qu'on a réussi à réunir tous les éléments. Après avoir simulé le fonctionnement des réacteurs à vitesse régulière, les enquêteurs mettent les gaz. On a laissé la glace s'accumuler pendant 3 heures, puis on a augmenté le débit de carburant. Et là, tout s'explique. Au laboratoire Boeing de Seattle, l'augmentation du débit de carburant provoque une forte baisse de la pression en aval de l'échangeur de chaleur carburant-huile. Et en examinant cette pièce capitale, On a vu que de la glace s'était formée. une glace molle qui s'est formée au cœur du circuit d'alimentation s'est libérée quand le débit a subitement augmenté. Et elle a réduit l'arrivée de carburant dans les réacteurs. Les enquêteurs ont enfin trouvé le talon d'Achille du 777. Les tuyaux où circule le carburant à l'intérieur de l'échangeur dépassent de quelques millimètres au-dessus du niveau de l'huile. Mais ça suffit pour empêcher la glace de fondre au contact de la surface chaude qui se trouve au-dessous. La glace ne stoppe pas complètement l'arrivée du carburant. Comme il y a un peu de porosité, le carburant s'écoule, mais son débit est nettement plus réduit qu'il ne devrait être. De tous les essais pratiqués, un seul a donné les résultats escomptés, celui qui correspondait exactement au vol BA-38. Lors de la traversée de la Russie, l'eau contenue naturellement dans le carburant se transforme en glace. À moins 20 degrés, cette dernière commence à s'accumuler sur les parois du circuit d'alimentation et la vitesse régulière de l'avion évite toute interruption de ce phénomène. Puis, non loin d'Isro, des turbulences imposent une augmentation de puissance qui n'a pas eu lieu depuis longtemps. Et les événements s'enchaînent. Si on laissait le pilote automatique branché jusqu'à ce que le vent tombe? L'afflux de carburant arrache la glace qui vient se plaquer sur l'échangeur de chaleur, avec des conséquences désastreuses. Je n'ai aucune puissance sur les moteurs. J'ai rien. Face à une menace que tout le monde ignorait, l'équipage n'avait aucune chance de résoudre le problème. Mais pourquoi les pilotes de Delta Airlines y sont-ils arrivés, alors que leurs homologues britanniques ont évité de justesse une catastrophe? Il s'avère que quelques secondes après avoir réduit les moteurs sur ralenti, le blocage de l'échangeur de chaleur se résorbe. Mais cette manœuvre, les Britanniques n'ont pas eu le temps de la faire. Peu après l'essai de Seattle, le motoriste redessine son échangeur. Rolls-Royce a supprimé ce qui dépassait pour que les tuyaux soient de même niveau. L'entreprise a découvert qu'en égalisant cette surface, même quand des cristaux de glace se forment dans le carburant, ils sont aussitôt évacués. C'était une réparation très simple. D'autres avionneurs reçoivent pour consigne de s'assurer que leur matériel ne présente pas le même risque. L'ensemble de l'équipage du vol BA-38 se voit décerner pour son comportement la Safety Medal de British Airways, la plus prestigieuse de la compagnie. Cet équipage s'est retrouvé face à une défaillance sans précédent. Et il a fait de son mieux dans le temps qui lui était imparti. Les pilotes ont fait de leur mieux. Et comme ils n'avaient qu'une trentaine de secondes pour réfléchir, ils n'auraient pas pu mieux réagir. Le coupable, la glace, avait disparu avant même l'arrivée des enquêteurs. Ce qui a été bizarre lors de cette enquête, c'est que le coupable avait fui les lieux du crime. L'enquête a duré des milliers d'heures et coûté des millions d'euros. Les enquêteurs ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour trouver la réponse. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir. Grâce aux ailes des enquêteurs et à un petit coup de pouce de Sherlock Holmes, le mystère a finalement été élucidé.
Tout ce qui reste, bien qu'improbable, est la vérité.